Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je reçois ce soir sans doute la personnalité la plus médiatisée en Algérie, d'El Moudjahid à El Mararibiya. Cet expert est invité sur tous les plateaux et dans toutes les rédactions, tellement ses analyses sont écoutées avec désormais de plus en plus d'acuité. Cette émission est intitulée « Attention, le prix du baril de pétrole remonte ». Falhat Aïtali, bonsoir et bienvenue. Merci de votre présence. Une nouvelle fois, on est toujours ravis de vous avoir sur le plateau. Je voudrais ce soir faire un tour d'horizon sur notre économie. Il y a eu beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses peut-être ont été faites. Ce que je retiendrai essentiellement, ce sont les relations avec l'Union européenne, ce sont les assises de l'agriculture, c'est ce fameux prix du baril qui remonte, et puis ces déclarations du président directeur général de la Sonatrach qui prétend que Sonatrach pourrait devenir à terme ou à moyen terme la 5e compagnie mondiale d'énergie pétrolière. Mais de toute cette économie et de tous ces travers, ces incongruités, il y a pourtant aussi des éléments positifs qui flirtent avec l'économie. Je veux parler par exemple de la médecine. Je voudrais vous inviter à rejoindre une personnalité algérienne du monde médical qui vient d'être gratifiée d'un prix international qui vient de lui être remis tout juste il y a quelques jours à Tokyo. On va rejoindre le docteur Ilyes Barli depuis chez lui à Tlemcen où il est en week-end. Docteur Barli, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir au téléphone. Vous revenez à peine de Tokyo, c'est bien cela? Pardon? Vous revenez de Tokyo tout juste? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Tokyo et que vous a-t-on remis exactement? J'ai participé au congrès international de la Société internationale de médecine orthomoléculaire où j'ai présenté les activités de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire que je préside. Et donc, lors de la deuxième journée, j'ai été introduit en tant que dans le hall of fame de la médecine orthomoléculaire pour l'an 2018. Donc, c'est un prix annuel qui est remis à des personnalités scientifiques qui ont mené des actions pour l'introduction et faire avancer la médecine orthomoléculaire dans le monde au service du patient, bien entendu. Hall of Fame, ça signifie quoi? Et est-ce que c'est un prix qui est versé juste sur l'orthomoléculaire? C'est un titre honorifique, c'est-à-dire que le nom de ma personne et le nom de mon pays, l'Algérie, sera gravé dans l'histoire de la médecine orthomoléculaire. Il faut savoir que le premier nommé est le double prix Nobel, professeur Linus Pauling, et il y a jusqu'à ce jour 48 personnalités scientifiques qui ont eu ce prix. Et cette année, il y a eu le japonais Dr Toru Mizoguchi et moi-même. Donc actuellement, il y a 50 personnalités scientifiques dans le Hall of Fame de la médecine orthomoléculaire. Alors c'est un prix Hall of Fame qui est relatif juste à l'orthomoléculaire ou cela va au-delà? Ça va au-delà puisque c'est avoir cet esprit innovatif et créatif dans la prise en charge sans risque des patients. Orthomoléculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'usage des molécules correctes qui existent dans l'organisme, que ce soit vitamines, oméga-12, oligo-éléments ou enzymes, contrairement à la médecine allopathique très connue par le public qui se base sur les produits chimiques, c'est-à-dire sur les médicaments. Donc, de notre côté, on essaye de trouver des approches thérapeutiques qui vont à la cause de la maladie et non à la conséquence. Donc, loin de l'usage des médicaments, mais plutôt aller à la correction des causes des maladies. Et il faut savoir qu'actuellement au Japon, de nouvelles techniques sont développées. Parmi elles, la thérapie à l'hydrogène, la thérapie à l'ozone
et la thérapie biogénique que j'ai pu découvrir sur place, et j'ai invité par conséquent les éminents scientifiques à venir en Algérie, et de ce fait ils ont accepté de venir. Ce sont des médecines. Les recevoir les prochains mois en Algérie. Très bien. Dans le cadre des séminaires qu'organise la SANMO à Alger. D'accord. Alors, ce sont des médecines de demain ou ce sont déjà des médecines d'aujourd'hui? Ben, ce qu'on appelle médecine d'aujourd'hui avant demain. Mais il faut dire que certaines techniques, par exemple la médecine biogénique, thérapie à l'hydrogène également, c'est actuellement uniquement au Japon, sont pas encore rentrées aux États-Unis ni en Europe. Et on aimerait bien que l'Algérie soit à l'avant-garde grâce à ces techniques, par une coopération, et permettre de faire évoluer les choses, en même temps réduire les coûts thérapeutiques, et en même temps augmentant les chances thérapeutiques et les résultats thérapeutiques. Alors, ces études, ces recherches que vous effectuez, vous les avez effectuées dans quel cadre ici, dans quel institut? Bon, c'est la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Bon, les études statistiques ont été présentées par le ministre de l'Industrie et de l'Économie japonaise. Donc, il y a toute une réforme de la santé qui s'opère au Japon. Et donc, en tant que président de la SANMO, j'ai présenté ce qui se fait dans la formation en médecine orthomoléculaire en Algérie dans les cadres des séminaires qu'on organise, avec la participation de professeurs nationaux et étrangers. Et donc, dans le cadre de nos activités, l'Algérie a été considérée comme une nation qui œuvre dans la promotion de la médecine orthomoléculaire. D'accord. Alors, en fait, c'est parce que vous faites beaucoup de séminaires, beaucoup de colloques sur, sur cette médecine. 32 séminaires. Mais ce ne sont pas, les. Excusez-moi, pardon. De 2011 à 2018, on est au 32e séminaire de 2 jours, donc plus de 64 journées, plus de 585 médecins, pharmaciens. Monsieur Barly, docteur Barly. Oui, ont participé à nos séminaires, oui. Et on a édité plus de 32 bulletins. Un bulletin pour chaque séminaire qui... Docteur Barly, s'il vous plaît, vous m'entendez? Pour couvrir cet événement. Et oui. Pour partager tout le contenu pédagogique et scientifique à tout le monde. Et tout ce qu'on a fait, il est publié sur le site de la SANMO, orthomoléculaire.org. Docteur, excusez-moi, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des résultats scientifiques qui sont primés, c'est le fait d'encourager les publications en Algérie qui font que vous êtes primé. C'est bien cela. La SANMO a publié ce qu'on appelle le protocole de la SANMO thérapeutique, qui combine le protocole américain à base de mégadoses de vitamine C et la thérapie à l'hydrogène dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Très bien. Encore. C'est la combinaison de travaux par rapport à la synthèse par rapport aux professeurs qu'on reçoit en Algérie. Donc, on a fait une synthèse des protocoles qui sont proposés à travers le monde, qu'on a proposé à la communauté internationale. Et dans ce sens, on a été primé. Et également le travail de la SANMO et également la promotion de la médecine orthomoléculaire en Algérie. D'accord. Alors, l'orthomoléculaire en Algérie, cela existe dans nos hôpitaux? C'est pratiqué? Elle est recommandée. Les mentalités commencent à changer. Quand même après 7 ans de transmission de messages, de partage, de participation de médecins à des différents services dans nos séminaires, les mentalités changent et l'ouverture à la médecine orthomoléculaire comme recommandation pour les patients existe, également pour les patients atteints de cancer. C'est qu'on constate quotidiennement d'après les témoignages des patients et des médecins. Très bien. Ce prix se traduit financièrement par quoi? Graver le nom de la personne primée de son pays dans la liste des médecins qui ont apporté un plus à l'humanité. D'accord, mais au-delà, économiquement, il y a un intérêt particulier? Non, pas du tout. C'est honorifique et ça permet c'est-à-dire de mettre en valeur un travail qui a été fait
et de faire avancer les choses. Très bien. Docteur Ilyes Barli, je vois que vous toussez. L'orthomoléculaire peut-il faire quelque chose pour vous? Apparemment, après 30 heures de voyage et la climatisation de l'avion, apparemment, c'était pas très naturel. Voilà. Vous exercez à Sidi Bel Abbas, en tout cas près de Sidi Bel Abbas. Dans la ville de Ras El Khnimah. D'accord. Vous avez raté la coupe? Oui. J'ai eu la nouvelle de Tokyo, donc on a suivi l'événement d'assez loin. Voilà. Alors, félicitations encore une fois, docteur, et bon courage pour la suite. Le bonjour à M. Farhat Aïtali. Très bien. À bientôt, docteur. Au plaisir, très gentil. Voilà, Farhat Aïtali. Donc, il fallait souligner cette image positive pour l'Algérie. Mais revenons à ce qui ne va pas très bien et parlons d'agriculture. Les assises se sont tenues dernièrement. Alors, qu'est-ce que vous en retenez, vous? Déjà, pour commencer, quand on parle d'assises, 7000 personnes, ça dépasse un petit peu le cadre de ce terme. Parce qu'en général, des assises, elles se tiennent avec tous les concernés. Quand je dis les concernés, pratiquement tous les représentants de toutes les filières, des administrations concernées et des services qui peuvent apporter un plus. Ça ne se tient pas comme un meeting, je dirais, semi-politique, avec des milliers de personnes qui sont peut-être du secteur, mais qui ne sont pas directement concernées par des assises ou par une programmation quelconque d'une nouvelle politique agricole. Ça avait tout l'air d'une kermesse... beaucoup plus que d'assises qui avaient pour but de discuter d'un plan préétabli. Très bien. Et donc, vous avez suivi un petit peu ce qui a été dit, ce qui a été fait. Est-ce que ce sont que des discours de plus, ou est-ce que des changements vont pouvoir être opérés maintenant dans notre agriculture, qui en a bien besoin? Sérieusement, nous n'en sommes pas aux premières assises, ni aux premiers conclaves concernant ce secteur et d'autres secteurs. Si un plan existait, si une stratégie efficace et efficiente existait, ça se saurait depuis longtemps. Il n'y a pas que l'agriculture ou le secteur agricole ou de la pêche qui sont de nature à relancer leurs activités, comme l'a dit le Premier ministre ou le ministre du secteur, ou même le courrier du président de la République. C'est toute une sorte de climat, je dirais même social, politique, économique, qui converge vers la réussite ou l'échec d'une politique donnée. Et il se trouve que tous les facteurs de l'échec... Et cela, c'est au-delà de l'agriculture. Au-delà de l'agriculture, mais tous les facteurs de l'échec de ce secteur, y compris les facteurs sociologiques, sont toujours là, ils n'ont pas disparu, comme par enchantement. En 2018, je dirais même qu'ils se sont aggravés dans certains secteurs. Quand on déménage une bonne partie de notre ruralité vers les villes par la force des choses, parce qu'on n'offre pas à nos milieux ruraux ce dont ils ont besoin, ce qui est censé être leur droit, dans un siècle de modernité, dans le terroir dans lequel ils sont censés exercer, forcément ils viennent en ville pour chercher le minimum de services. Et ce n'est pas en désertifiant les campagnes par effet de paupérisation socio-économique qu'on relance l'agriculture. Donc si j'ai bien compris, la réforme est à faire à l'extérieur de l'agriculture pour venir à l'agriculture. Le prix du baril remonte. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire ou non? Je pense que le prix du baril ne remonte pas, il monte. C'est conjoncturel, parce que remonter, ça veut dire qu'il y a un cheminement ascensionnel garanti, ce qui n'est pas du tout le cas. Les facteurs qui ont convergé pour créer justement cette hausse des cours à partir du mois de janvier sont tout additionnés des facteurs de conjoncture. Par contre, le facteur principal qui a été la cause de la baisse de 2013, 2014 et de la chute vertigineuse de 2016, il ne fait que s'amplifier. Les États-Unis d'Amérique, qui ont été pratiquement en 2015 gênés par la chute des cours en ce qui concerne leur ancien système de production d'hydrocarbures de schiste, aujourd'hui ne le sont plus, pour la simple raison qu'ils ont déjà atténué leur coût de production, et avec ce nouveau cours, justement, ils ont pris des ailes. L'Algérie, par exemple, peine à retrouver sa production de 2007 en matière de pétrole conventionnel. Les Américains arrivent à faire évoluer leur production journalière de 50 000 barils jour chaque semaine.
dernier, enfin, pratiquement, les dernières statistiques qui datent d'hier, de l'Agence américaine de l'énergie, parlent de 50 000 entre la semaine passée, le mercredi passé et ce mercredi, 50 000 barils jour de plus. Parce que l'industrie du schiste ne repose pas sur des perspectives à long terme, ça repose sur pratiquement des forages en continu. C'est, on dirait, une production industrielle. Tant que ce phénomène-là persiste, la conjoncture géopolitique qui a créé justement la hausse, qui a créé une peur qu'il y ait une rupture d'approvisionnement, et elle est pratiquement concentrée au Moyen-Orient. Tant que la tension persiste, il va y avoir une sorte d'équilibre précaire entre la production américaine et ces facteurs géopolitiques. Mais ces facteurs ne sont pas inscrits dans la durée. Par contre, la production américaine, elle semble être inscrite dans une stratégie pour durer. Donc, si jamais d'ici la fin de l'été, il y a un retour de flamme, enfin un retour de flamme et un retour de paix pour ce qui est de l'Orient, et un retour de flamme ici, les $70, il faudra peut-être les oublier. Pourtant, alors si on vous suit sur la structure, le président de la Sonatrach affirme qu'il y a de gros gisements qui sont encore à découvrir et qui pourraient nous amener vers de très belles perspectives pour les prochaines années, au point de dire que la Sonatrach pourrait rejoindre le top 5 des compagnies pétrolières. Bon, là, je ne sais pas si c'est vous qui le dites ou si c'est lui, parce que qui reste à découvrir. Le terme reste à découvrir, donc on ne les a pas découverts. Ça, c'est une spéculation que tous les responsables de la Sonatrach et tous les ministres depuis les années 80 répètent concernant la nature de nos bassins sédimentaires et la surface de notre territoire. Supposons que, logiquement, on devrait, sur les mêmes bassins sédimentaires, sur les mêmes terrains, on devrait avoir plus de pétrole qu'on en a déjà découvert. Ceci dit, ça fait 40 ans que nous disons la même chose, les découvertes ne sont pas fameuses. La Sonatrach, jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, elle pompe 70% de ses ressources sur 2 champs matures, 2 champs pratiquement classiques, qui date du colonialisme. Hassim Saoud pour le pétrole, Hassim Ahmed pour le gaz. Et du côté d'Ilizi, ça c'est des découvertes des années 90, du côté de Berkin, de Ain Salah. Ça c'est de nouvelles découvertes et Adrar. Mais c'est des découvertes mineures. Si réellement nous avions fait autant de découvertes intéressantes sur toute l'étendue du territoire, et s'il y avait encore, comme il le prétend, des choses à découvrir, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas aussi certain qu'il l'affiche. Pourquoi nous persistons à massacrer les 2 seuls champs dont nous sommes vraiment sûrs, au point où la baisse, pratiquement, il y a des baisses de pression à Sermel. Maintenant, pour cette histoire de 5e compagnie, on monte. Je ne sais pas comment on classe les compagnies, parce qu'il n'a pas dit exactement 5e en quoi. Si c'est en matière de réserve, par rapport aux autres producteurs moyen-orientaux, déjà j'en compte au moins 6, qui dépasse les 90 milliards de barils de réserve. Donc les gens ne seront jamais 5e. Il faudra multiplier nos réserves actuelles, supposées, prouvées, par 10 pour arriver au dernier d'entre eux. Si on parle de production, il faudra arriver déjà à 2 millions de barils jour pour se positionner comme 30e. Alors maintenant qu'on est à 1 million de barils jour et on peine dessus. Maintenant, s'il parle en termes d'effectifs, nous sommes les premiers. Et ça, on le sera pour longtemps. Parce que je peux vous apprendre que nous avons 123 000 employés pour 1 million de barils jour. Là, au l'Aramco a 54 000 employés pour 11 millions de barils jour. C'est le seul critère de classement sur lequel on pourrait éventuellement être les premiers pour une période assez... Enfin, tant qu'il y a de l'argent. Parce que sinon, on ne pourra plus les payer. Mais sinon, 5e, je ne sais pas pourquoi il a dit 5e, on ne classe pas les compagnies par hasard. On les classe en fonction du chiffre d'affaires, de leur potentiel technologique, de leurs réserves surtout, de leur capacité de production du moment. C'est comme ça qu'on classe les compagnies. Ce n'est pas parce qu'on a décidé que quelqu'un pouvait être 5e ou 10e ou 12e. Intéressante cette personnalité de Ould Khadour, PDG de la Sonatrach. On n'est pas habitué à voir des PDG de la Sonatrach parler autant et de cette manière, jusqu'à évoquer le masseur du hammam. De toute façon, là, c'était une plaisanterie cocasse, parce que cette histoire de masseur, lui, je crois qu'il voulait dire que même le masseur s'impliquait en Algérie dans ce qui n'était pas censé le regarder.
C'est quelque chose dans ce goût-là, parce que derrière la blague du masseur, c'est nous qu'il voulait masser. Il voulait dire que chacun s'occupe de ses oignons et laissez-nous faire ce qu'on veut, comme on sait le faire. Là, c'est quand même pas gentil de sa part, et je dirais un peu moins intelligent, parce qu'il se trouve que la seule ressource qui fait que la Sonatrach existe est une ressource nationale. La Sonatrach, sans le pétrole algérien, personne ne lui donnerait quelque chose à forer chez elle. D'ailleurs, elle n'aurait jamais existé. D'autres sociétés qui n'ont pas de ressources à vendre, sociétés Sona, comme la Sonatrach, elles ont disparu depuis longtemps. Donc le dernier Sona dans lequel on peut se masser, jusqu'à présent, c'est la Sonatrach justement, et c'est grâce au pétrole des Algériens, ce qui veut dire que même le Kies Hadak, il a le droit de parler de la Sonatrach, parce qu'il parle d'une ressource commune sans laquelle, grâce à une certaine forme de gouvernance, l'Algérie n'existerait pas. Parce qu'on aurait aimé que l'Algérie se passe définitivement justement des hydrocarbures comme ressources nutritives. Mais grâce à une vision du monde qui me paraît étriquée, et qu'il est, justement, ces gens-là nous disent, ne vous intéressez pas à ça, c'est notre domaine. Non, monsieur, c'est pas votre domaine, c'est notre sous-sol. Et c'est pour ça que tous les Algériens sont en droit, même de se tromper. Parce que je ne crois pas que les gens doivent avoir raison pour avoir le droit de parler de quelque chose dans lequel ils sont associés de par leur naissance. La nuance est de taille. Vous êtes en train de gérer un bien public. Et quand on gère un bien public, n'importe quel citoyen, aussi pauvre soit-il, aussi peu compétent dans un domaine donné soit-il, a le droit de poser des questions. Et vous avez le devoir d'apporter des réponses. Pas de dire aux gens même qui est oui, qui est mais nous sommes 40 millions. Mais c'est peut-être une bonne chose qu'un PDG s'exprime. Oui, le sens de la plaisanterie. On n'était pas habitué. Non, et le personnage, moi j'ai eu à le rencontrer il y a peut-être 15 ans quand il était à BRC, en dehors de BRC, dans des conditions assez sociables. C'est le bonhomme qui est très sociable et je dirais un petit peu jovial. Mais bon, c'est ce qui était sous-entendu derrière cette blague de Kies qui était malvenu de mon point de vue. En débat à l'Assemblée nationale, un projet déposé par le gouvernement sur la réforme de la protection du consommateur. Alors, c'est une bonne chose, ça fait longtemps qu'on attend quelque chose de plus solide qui puisse défendre aujourd'hui, où on fait un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, à la limite, le consommateur était censé être défendu déjà par plusieurs lois. Y compris, il y avait déjà des lois sur la concurrence, il y a la loi sur les activités commerciales en elles-mêmes, sur la qualité, ça existe. Maintenant, s'il y a un projet pour améliorer le corpus existant dans le sens d'une meilleure protection du consommateur algérien, tout en veillant bien sûr aussi à ne pas léser le producteur ou le commerçant algérien, ne pas le pressurer. Parce que nous avons cette tendance chez l'administration à présenter des textes de loi qui met beaucoup plus l'administration en position de faire chanter les opérateurs qu'en position de défendre leurs supposées victimes. Donc je n'ai pas encore vu la mouture du texte, mais à la lecture, on saura exactement ce qu'il en est. Sinon, ce serait positif si c'est dans le sens de la protection du consommateur. Les voitures, faut-il les laisser rouiller? Ou en tout cas, il semblerait qu'il y ait eu un petit effet sur les prix. Je ne sais pas si ça vient de là ou si c'est le gouvernement qui a décidé de taper sur la table. Et est-ce que réellement les prix ont baissé? Le gouvernement n'a rien décidé du tout. Il n'a rien fait baisser. Il y a eu une baisse chez un seul constructeur qui justement avait compris logiquement que du moment qu'il a une franchise de TVA, il n'avait pas à la prélever chez les clients finaux. Et c'est le patron de Kia, le représentant de Kia Algérie. Donc lui, il n'était pas exonéré de TVA, il ne bénéficiait pas d'avantages fiscaux. Curieusement, il a exercé pendant 6 mois sans aucun avantage. Il a reçu son agrément en retard. Et quand il a reçu son agrément, il a estimé, le plus logiquement du monde, qu'à partir du moment où il avait des exonérations sur un produit, ces exonérations devaient se répercuter sur le prix. Donc un produit qui est vendu hors TVA, c'est 20% de moins. Donc il a commencé à afficher les baisses, ce qui est tout à fait logique. Par contre, je doute fort que les autres, qui eux aussi ne paient pas de TVA, mais qui sont sur la même fourchette de prix que lui quand il payait la TVA, reculent dessus. Ah, manifestement, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas eu vraiment de baisse. Maintenant, c'est toute cette histoire de monopole
d'importation, je dis bien importation et pas construction, automobile, sous couvert de fausses industries, qu'il va falloir revoir à zéro. Je crois qu'il va falloir revenir au système connu, traditionnel, habituel, d'importation directe en TTC de véhicules. Et celui qui veut construire des véhicules, il aura des exonérations fiscales, mais il n'aura pas le monopole. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi des gens en position de monopole sont fiscalement avantagés pour les protéger contre qui et quoi. On donne aux gens des avantages douaniers et fiscaux pour les rendre plus compétitifs face à une éventuelle concurrence. Mais quand on ferme le port et on leur réserve le créneau, et la cerise sur le gâteau, on leur donne même la TVA, ça veut dire quoi on les encourage en les protégeant contre qui? Contre le néant. Donc c'est toute cette formule-là qui était boiteuse depuis le premier jour où elle a été lancée avec Renault, qui est toujours boiteuse, maintenant qu'elle s'est multipliée par 5 ou 6 opérateurs, qu'il va falloir revoir un jour ou l'autre. Et le plus tôt sera le mieux. Parce que si on la revoit plus tard, on aura entre-temps perdu 3 ou 4 milliards de TVA chaque 2 ans, et la population n'aura strictement rien gagné. Et même ces opérateurs-là qui pensent réellement pouvoir fourguer à la population pour 7-8 milliards de dollars d'équipements surfacturés et sous-taxés, ils se trompent royalement parce que la population n'a pas les moyens. Alors, quand je vais dans les épiceries, dans les supérettes, j'observe que les produits censés être interdits à l'importation sont toujours là. Il n'y a jamais eu une interdiction, on a été une fermeture physique. L'interdiction, c'est la loi, c'est la théorie. Dans la pratique, quand vous construisez un barrage théorique, il faudrait quand même le rendre hermétique. Moi, je l'avais dit auparavant, que ce que nous devions à la douane, il va être dorénavant dû aux douaniers. Les gens qui avaient l'habitude d'importer ce genre de produits, ils avaient leur clientèle, et ils ont toujours cette fameuse clientèle. C'est des gens qui ont les moyens de se payer ce genre de produits. Ces gens-là, au lieu que l'État introduise des taxes, surtaxe ces produits-là pour essayer au moins de partager un petit peu les gains de cette consommation, qui n'échoue pas à toute la population. Non, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il a essayé de réserver les créneaux à certaines parties précises, au nom de je ne sais quel pouvoir discrétionnaire de choisir dans ce pays qui doit faire quoi. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Évidemment, ça ne pouvait pas marcher, ça sentait plus la combine que la protection du marché. Évidemment, apparemment, il y a eu trop de résistance, et il y a beaucoup de gens aussi qui ont tout intérêt à s'imposer. On a arrêté cette vision des choses, étriquée. Après, on a fait autre chose. On a interdit le passage légal des produits pour en autoriser le passage illégal. C'est comme pratiquement presser sur un tuyau qu'on sait déchirer en aval. Quand on veut faire de la pression, il faudrait être sûr de c'est flexible. Et comme la tuyauterie administrative en Algérie, elle n'est pas très fiable, donc celui qui a fermé le robinet en amont, et il a fait éclater les conduites de l'autre côté, sur un circuit parallèle. Automatiquement, aucun produit ne disparaîtra. Par contre, je ne sais pas qui a eu l'idée d'introduire les intrants industriels dans la liste des produits prohibés à l'importation. Et c'est des intrants qui font tourner la machine économique dans la transformation. Et bien là aussi, on a réservé des niches à des supposés producteurs nationaux de ces matières premières qui, s'ils étaient compétitifs, n'auraient pratiquement pas du tout besoin de cette fermeture pour pouvoir vendre leurs intrants. Ça aussi, c'est une spécialité de l'administration algérienne. Les arômes sont de retour, les arômes étrangers. Même les intrants pour la céramique seront de retour, ça j'en suis sûr, ils seront de retour incessamment. C'est toute la formule, c'est pas seulement une question d'arôme, c'est toute la formule qui ne tient pas la route, ni légitimement, ni logiquement, ni économiquement. Et si on parlait, alors, il y a des Européens qui semblent agacés, qui semblent s'énerver. Alors, est-ce qu'ils ont raison de s'énerver? Et que faut-il leur répondre? Et où ça va aller, cette affaire avec l'Union européenne? J'ai cru entendre le ministre leur répondre. Il n'y a pas d'ailleurs, il ne faut pas prendre les Européens comme un bloc monolithique, hein, parce qu'on a signé un accord d'association avec l'Union européenne, effectivement, en tant que groupe économique. Par contre, nous avons des intérêts bilatéraux avec des membres de cette même Union européenne qui ne sont pas tous au même degré d'intérêt et au même degré de réciprocité. Je vais vous dire à titre d'exemple,
Si vous prenez les échanges algériens, les échanges en matière de commerce extérieur, l'Espagne est notre meilleur client européen. Non, c'est les Italiens. Non. Pour le gaz, pratiquement en 2013, on a atteint une pointe de 11 milliards de dollars avec eux. Et moi, j'ai même vu quelqu'un responsable algérien dire que non, il faut parler hors hydrocarbures. Non, il faut parler. Quand on parle d'une balance commerciale, on prend tous les produits. Et hors hydrocarbures, ce n'est pas les Européens qui ont refusé de nous acheter les 40 milliards de dollars qu'on avait mis sur le marché, c'est leur inexistence. Quand on a un petit milliard de dollars de produits hors hydrocarbures, on ne peut pas dire aux gens la balance est déséquilibrée. Là, eux nous ont strictement acheté autant qu'on leur a acheté. Ils peuvent se prévaloir de ça. Et ils sont venus négocier avec cette logique. Ce n'est pas la peine de faire du faux patriotisme. C'est les gens qui nous ont pratiquement coincés dans cette logique de dépendance à l'Europe en matière... Qui sont ces gens? C'était dans les années 80. Ceux qui ont eu la fumeuse idée de nous brancher avec 2 tuyauteries sur l'Europe en pensant avoir un marché captif en Europe pour le gaz non liquéfié, aujourd'hui, c'est nous qui sommes captifs de ces tuyaux. Parce que si jamais ils rompent les contrats qu'il y a avec nous... Il aurait fallu faire des tuyaux en quelle direction? Non, il aurait fallu continuer les plans des années 70, qui étaient justement de vapocraquage, de la transformation finale du gaz algérien et surtout le GNL. Visiblement, on nous a empêchés de faire du vapocraquage. Mais pas visiblement. Les gens qui étaient sur le fameux plan de valorisation des hydrocarbures, le plan Valide, on a même présenté dans les journaux de l'époque le plan Valide comme étant une escroquerie pilotée par les Américains. Des gens sont allés chez le juge au nom de ce fameux plan Valide. On n'a pas la mémoire courte. Moi, je me rappelle que, de toute façon, en Algérie se déclenche toujours un scandale qui lui-même est des fois plus scandaleux que le scandale qu'il est censé dénoncer. À cette époque-là, les responsables des années 70 avaient été traînés dans la boue, justement pour nous faire avaler la perspicacité de cette dépendance à l'Europe en matière de fourniture de gaz. Aujourd'hui, nous avons pratiquement nos fournitures de gaz à l'international, elles sont 50-50. On fournit à peu près 60% en gaz non liquéfié à travers les gazoducs, à peu près 40% en liquéfié. Mais ces 60% que nous fournissons en non liquéfié, on ne pourra pas les compenser si jamais nous avons un chantage à l'achat de la part de nos clients. Il se trouve que les gros clients, c'est qui? C'est l'Espagne, l'Italie, un petit peu la France et la Belgique. Eh bien, ces quatre-là, s'ils décident de parler de balance commerciale, l'Italie et l'Espagne peuvent faire peser ce chantage de la balance commerciale en disant on ne vous achète pas votre gaz pour que vous achetiez ailleurs, surtout par mesure discrétionnaire. À la limite, si le client algérien ne veut pas acheter espagnol, il n'y a pas de problème. Mais que ce soit l'administration qui dise moi j'arrête la céramique en sachant pertinemment que 90% de la céramique vient d'Espagne, leur Premier ministre, il est venu pour ça. Vous savez que les céramistes espagnols avancent que la céramique qu'ils produisent, ils le font avec le gaz algérien et qu'à ce titre, on se doit de leur acheter la céramique. Non, mais de toute façon, qu'ils fassent de la céramique ou des brochettes avec le gaz algérien, ils nous achètent quand même pour presque 10 milliards de dollars, je le dis, en 2013. Quelqu'un qui vous achète pour 10 milliards de dollars sur un produit dont vous ne vendez pas aujourd'hui, on ne vend pas plus de 13-14 milliards de dollars de gaz. Donc l'Espagne nous en achète pour 5. Et quelqu'un qui vous achète 5 milliards de dollars de gaz, et qui est déficitaire avec vous dans la balance commerciale, il peut lui aussi parler de souveraineté. Il peut lui aussi parler d'intérêts nationaux. Et quand j'ai vu la réponse des autorités algériennes qui disaient que c'est une mesure provisoire jusqu'à rééquilibrage de la balance de paiement. Mais c'est guignolesque, la balance de paiement algérienne, elle a un déficit de 20 milliards de dollars en 2017, 23 milliards de dollars. Et vous avez une liste qui porte sur 1,5 milliard à tout casser. Et cette fameuse balance de paiement, elle ne risque pas de se redresser d'ici 5 ou 6 ans. À moins que le pétrole puisse se redresser de manière conjoncturelle, si je vous suis. Moi, si j'ai bien compris, si jamais le pétrole se redresse de manière conjoncturelle avant de replonger, donc on va relibérer pour refermer encore avec les mêmes mesures. Bien entendu. Virement, revirement de situation, de réglementation, on va, on vient. Qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement? Et ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps, oui.
parce que je dis qu'il y a aussi une sorte de un problème de composante humaine. C'est une question de mentalité. Quand on a été pratiquement formé et formaté pendant 30 ou 40 ans à faire des revirements et des pirouettes sans rien planifier, depuis qu'on a fermé le ministère de la Planification, nous faisons de l'improvisation. Et je ne vois pas comment, du jour au lendemain, par quel miracle, des spécialistes de l'improvisation vont se transformer en planificateurs. C'est quand même du jamais vu de dire aux gens, on va tout changer, sauf nous. Farhat Aïtali, merci infiniment de votre éclairage toujours aussi cru et fin à la fois. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission, en souhaitant que les choses deviennent plus sereines dans notre économie. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à vendredi.